Bonsoir et merci pour votre fidélité malgré l'orage annoncé mais qui n'a pas eu lieu, sauf un peu. Il arrive. J'ai le grand plaisir de recevoir ce soir un collègue, un ami de Tunis. Il est de passage à Paris. On a profité de cela pour l'inviter et partager avec lui son savoir et ses réflexions sur la Tunisie et les conflits régionaux qui l'impactent, notamment la guerre en Libye. Notre ami, professeur Faisal Sharif, il est docteur de l'Université de Paris, il est professeur en histoire, il est chercheur en Tunisie, mais aussi en France. Il collabore avec beaucoup de laboratoires de recherche en histoire de l'armée et de l'histoire militaire en France et en Tunisie. Il a une connaissance approfondie de la question tunisienne, mais aussi de la question régionale. Et ce qui nous importe surtout aujourd'hui, c'est de voir comment ce qui se passe en Libye impacte la situation sécuritaire, mais aussi économique et sociale et démographique en Tunisie. On sait très bien que la Tunisie, c'est l'un des seuls pays, c'est le seul pays arabe qui a réussi relativement sa révolution. Et la Tunisie est menacée par les contre-révolutions qui œuvrent forcément dans la région. On ne va pas dire financé par qui pour ne pas prendre parti et être considéré comme en étant en train de régler nos comptes, mais on sait très bien qui est derrière les contre-révolutions dans la région. Et maintenant, je donne la parole à mon ami, professeur Sharif, pour nous dire ce qu'il va nous éclaircir sur la situation. Merci beaucoup, cher ami Salam. Et puis, je vous adresse mes grandes salutations pour tout le public présent ici. Et malgré le temps pluvieux, malgré les torrents qui vont s'abattre, bon, j'espère pas. Et puis, j'ai profité de mon passage, en fait, en envoyant un petit mot à mon ami Salam Kawkibi pour dire que j'ai une réunion demain, donc de travail avec mes amis de Paris 1, et pour étaler un petit peu cette question très épineuse aujourd'hui s'agissant de l'impact en fait de ce qui se passe en Libye, ce conflit qui paraît presque interminable sur la Tunisie. Il y a deux volets très intéressants, très importants pour la Tunisie aujourd'hui. C'est un enjeu énorme, comme c'est un pays en phase en fait de transition démocratique. On est très impacté. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu de redressement économique, que la Tunisie n'a pas pu quand même dépasser ce stade en fait de cette rétrocession économique. Et malheureusement, la réponse vient de notre voisine, la Libye, parce que la Libye, quand même, c'est notre premier partenaire commercial dans la région. Et puis, la plupart de la population libyenne habite de notre côté. 2 Libyens sur 3 habitent dans la région de l'ouest de la Libye. Je vous donnerai quelques données comme ça, visuelles pour vous avoir des repères globaux, en fait, pour pouvoir après faire des analyses détaillées sur des questions aujourd'hui qui hantent l'esprit en fait, des politiques, aussi bien que même nous, les analystes, qu'on fait tout le temps dans les médias nationaux et internationaux quand on nous fait appel, surtout dans ma spécialité sur l'histoire militaire et les conflits contemporains, puisque j'enseigne aussi à l'école d'état-major en Tunisie. Et donc, bien comprendre les conflits, et là, on comprend très bien, en fait, la situation actuelle. Je vous donne un petit topo, en fait, quelques données. La page suivante, s'il vous plaît. Là, vous allez... parce que quand on parle de Libye, on voit très bien que c'est un pays, quand même, à une surface très étendue. Alors, les deux pays, en fait, la Tunisie et la Libye, se partagent une frontière à peu près de 456 km. Ça paraît peu,
mais vu avec l'Algérie, par exemple, 1000 km, avec l'Égypte aussi 1050 km, et la Libye a des frontières immenses en fait avec d'autres pays. C'est presque une porte ouverte pour toute l'Afrique. Là, vous allez comprendre pourquoi les forces internationales aujourd'hui s'intéressent énormément à la Libye. Donc, il y a deux points de passage qui sont très importants. Il y a Ras Jdir au nord et puis Ouazenzib qui donne sur toute la frontière en fait, du centre de la Libye. C'est une région montagneuse. Voilà, c'est donc Ouazen que vous voyez ici. Et voilà, ce qui est en rouge, en fait, c'est la frontière qui a été érigée. On a creusé presque une petite rivière en fait, de 170 km de long sur à peu près 6 mètres de large pour éviter en fait, le passage surtout des véhicules et la contrebande, surtout des armes et d'autres produits. Voilà, c'est la zone tampon. Et puis, tout au sud, c'est la zone militaire. Donc, vous voyez les deux points de passage. Le point de passage côtier, c'est presque où affluent à peu près 80% des Libyens, puisque c'est la route de la côte libyenne qui va jusqu'à Ras Jdir. Et donc, il entre à la Tunisie. La plupart des Libyens restent. La plus proche ville, en fait, où ils restent tout le temps, c'est Djerba. C'est une île touristique. Donc, ils viennent, même ne serait-ce que pour... Vous avez de Tripoli à la frontière, vous avez presque 2h30 de route. Donc, c'est plus proche de venir en Tunisie que d'aller à Benghazi, qui est à 1000 km à peu près. Donc, comprenez que presque les 2 tiers de la population libyenne habitent dans cette région. Je donnerai d'autres données après parce que Khalifa Haftar et l'armée nationale libyenne contrôlent certes 90% du territoire, mais elles ne contrôlent que 1,7 million de la population. Presque 4,3 millions donc, sont dans cette région. D'où vous comprenez en fait la peur de la Tunisie de cet impact humain, comme si c'est produit en 2011 lors de la Révolution. On a eu presque 1,5 million de Libyens qui se sont réfugiés pendant la Révolution, alors que nous-mêmes, on était en phase de révolution aussi. Donc, on a pu, donc la Tunisie a pu aider en fait, la population civile. D'où cette crainte, en fait, après, pour les craintes sécuritaires, j'en reviendrai après. Donc, toute cette région, elle est très difficile d'accès. Je parlerai en termes de géographie, ce qu'on appelle la région du Erg. C'est presque infranchissable. C'est des dunes de sable qu'on ne peut pas franchir, même avec des véhicules. On ne peut les franchir qu'à dos de dromadaire. Donc là, on a érigé cette ligne qui a coûté quand même, tout de même, 150 millions de dollars et qui a été construite et faite. Elle est contrôlée aussi par des caméras, par des Américains et une firme allemande. Donc, comprenez bien toute la peur, en fait, des retombées sécuritaires en Libye, sachant qu'en Libye, jusqu'à présent, on compte plus de 25 millions d'armes qui circulent dans tout le pays après la Révolution. Donc, mis à part les milices qui sont armées, mais on a assisté à un très grand trafic de contrebande d'armes pendant cette période, qui allait vers, puisque la Libye n'a pas de frontière directe avec le Mali, aujourd'hui qui est en conflit, mais avec le Niger, et du Niger, on passe au Mali. Le Soudan ici aussi, et le Tchad. C'est une très longue frontière avec le Tchad, plus de 1050 km, avec le Niger 362, je pense avec le Soudan 340 km. Mais la longue frontière des Libyens, elle est ici, à partir de Borj al-Khadra, Erdem, c'est ici la ville libyenne. Il y a 1050 km à l'extrême sud avec l'Algérie et 1000 km à peu près avec l'Égypte. Donc tout le support aussi qu'il est donné à Khalifa Haftar du côté est, le contrôle de Benghazi et tout l'est libyen et la région pétrolière de l'Est, qui produit plus de 80% du pétrole libyen et qui est acheminé par le golfe de Sirte avec 2 grands ports, Briga et Ras Lanouf. Donc Haftar il contrôle cette région de l'Est. Maintenant, la poussée, elle est ici, donc dans cette région. Et la dernière poussée maintenant se fait vers Tripoli et ici dans la ville de Misrata. Je vous donne encore quelques données. Oui. Voilà. On revient très vite pour... Voilà. Donc 2 Libyens sur 3 vivent dans la région ouest
du pays, du Misrata à Tripoli. On a les grandes villes de Zawiya, Zouara et Sabrata. Donc le tiers de la population libyenne vit à Tripoli et ses environs, soit 2,1 millions d'habitants. Encore sur 1 sur 3 Libyens vivent à Tripoli. D'où toute la peur de la communauté internationale aujourd'hui de l'attaque sur la ville de Tripoli. Alors Haftar el contrôle 90% du territoire, mais seulement 1,7 million de la population. Alors, donc, on passe maintenant pourquoi et comment la Tunisie a été affectée par cette situation que j'estime délétère en fait en Libye. Donc, la Libye reste malgré tout le premier partenaire commercial de la Tunisie dans la région. MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les échanges commerciaux tuniso-libyens qui ont baissé de 1400 millions de dollars. En 2010, ils sont maintenant à 700 millions de dollars. Donc on a perdu plus de la moitié des échanges commerciaux avec la Libye. La Libye importe particulièrement le produit agricole tunisien. On a énormément d'excédents dans les produits agricoles. Comme cette année, c'est un excédent extraordinaire en huile d'olive, par exemple, orange, le lait, des produits de consommation immédiate. Et tout ce qui provient de l'industrie alimentaire. La Tunisie exporte aussi des matériaux de construction. L'accès terrestre donne à la Tunisie la faveur de faire parvenir ses exportations d'une façon rapide et peu coûteuse. Donc, avant 2014, les produits agroalimentaires tunisiens dominaient le marché libyen, alors qu'aujourd'hui, on peut monter un peu, c'est la Turquie qui a pris la place. Et là, vous avez vu que récemment, les accords qui sont passés avec Erdogan et le gouvernement national libyen concernant les frontières maritimes et surtout l'aide militaire qui pourrait fournir la Turquie dans cette guerre qui se fait aujourd'hui avec l'armée de Haftar. Donc on peut passer aussi pour donner plus d'idées en fait comment la Tunisie est affectée par ce conflit. Voilà, donc là, on passe au deuxième volet qui est très important, c'est les menaces sécuritaires et les retombées humanitaires. Vous savez, cette carte, elle est en mouvement. Elle est faite en 2018, cette carte. Là, ce que vous voyez en noir, c'est l'État islamique, en fait. C'est ISIS, voilà, qui se trouve quelque part. Donc, vous avez vu que c'était ici, dans la région de... Oui. Donc, vous voyez ici en vert, c'est vraiment toute la richesse pétrolière libyenne qui est sous le contrôle de Khalifa Haftar. Et l'est de Tobruk, à Derna, à Baïda, à Marj, à Benghazi et Ajdebia. Ajdebia et le Briga Raslanouf, ça c'est le vraiment croissant pétrolier que domine Khalifa Haftar. Et vous avez vu dernièrement, il a menacé, il a suspendu en fait les exportations du pétrole libyen. Mais beaucoup ne comprennent pas pourquoi lui il contrôle, il exporte, mais il n'est pas payé. On paye à la banque centrale et à la société de pétrole qui se trouve à Tripoli. Donc il exporte certes, mais il n'a pas l'argent en fait, ce pétrole. D'où toute la contrebande qui se fait en fait de vendre au marché noir le pétrole. Il y a beaucoup de pays qui achètent au marché noir en fait ce pétrole. Donc toute la menace sécuritaire s'est trouvée d'abord à l'est. Maintenant, elle est en train de faire une poussée vers l'ouest. Et comme vous avez vu, là, le golfe du Sirte, l'énorme golfe du Sirte, mais maintenant, la poussée, elle se trouve entre Misrata et la frontière tunisienne, concernant aujourd'hui les menaces sécuritaires. Mais qui menace, en fait, la sécurité? D'abord, il y a eu le retour, en fait, des gens qui sont partis, soit en Syrie, soit en Irak, soit dans d'autres pays qui étaient en conflit, en guerre. Ils ont pu revenir à travers la Libye, pensant que peut-être à travers la frontière terrestre, ils pourraient s'infiltrer et entrer en Tunisie. Est-ce que vous vous rappelez de l'affaire de Ben Guerden, le 6 mars 2016 ? Eh bien, tout le coup en fait, de l'attaque de la ville de Ben Guerden a été fomenté à Sabrat. Plus de 100 personnes
ils ont pu entrer et tenter de prendre toute la ville en otage le 6 mars 2016. Donc d'où toute la crainte aujourd'hui sécuritaire et la rivière qu'on a érigée en fait sur 170 km et une surveillance étroite de cette frontière. Alors que l'Algérie, que vous voyez la frontière, elle est très longue avec la Libye, vous voyez, plus de 1000 km, elle a déployé plus de 10 000 militaires en fait dans cette région pour surveiller. Là aussi, il y a eu une attaque aussi en 2013 d'Arina Menas en Algérie, qui sont venus par le sud libyen. Donc, aussi bien la Tunisie que l'Algérie, il y a une très forte crainte, en fait, qui est des retombées aujourd'hui, qu'il y a un déplacement, en fait, des combattants de Daesh vers la région. Même s'ils ne peuvent pas entrer en Tunisie, en Algérie, il y a aujourd'hui une zone de conflit énorme et qui peuvent circuler très librement, c'est au Mali. Donc aujourd'hui, il y a toute une stratégie, en fait, de ces combattants qui sont revenus et qui sont ici en Libye, c'est de trouver un territoire immense. Ça se situe du Soudan au Tchad, au Niger, au Mali, et ça peut aller jusqu'au Nigeria, Boko Haram. Est-ce qu'on peut assister à une éclosion d'une nouvelle organisation qui se regroupe dans cette région immense, incontrôlable? C'est presque le plus grand désert du monde, Sahara du monde, c'est cette région-là. Donc, d'où les craintes sécuritaires, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui en Libye et cette situation, en fait, de blocage aujourd'hui, parce que la communauté internationale, aussi bien l'Algérie que la Tunisie, il y a une très forte crainte que les attaques aujourd'hui puissent atteindre Tripoli pour les retombées humanitaires. On a dit plus de 2 millions d'habitants en fait, sont sur Tripoli. Tripoli, c'est une ville qui va jusqu'à l'Azizia, c'est-à-dire à 40 km au sud de Tripoli. Et chaque quartier, en fait, il est contrôlé par une milice dans la ville de Tripoli. Haftar aussi, il est aidé par des milices, voire, là, il faut avoir la sécurité, en fait, et surtout l'information précise, des armées des pays voisins, voire des pays qui est en train de financer, en fait, sa guerre actuellement en Libye. Donc les interférences du conflit libyen dépassent de très loin, en fait, cette rivalité entre deux clans en Libye, mais qui va très loin, en fait, allant jusqu'aux pays voisins qui interviennent militairement pour un clan qu'on peut nommer, hein, l'Égypte, les Émirats arabes unis, ça ne se cache pour personne, l'Arabie saoudite, qui sont en train d'épauler en fait, Haftar, financièrement et militairement, parfois par même des aviateurs et des avions qui sont en train de bombarder des positions. Et de l'autre côté, le gouvernement national libyen qui siège à Tripoli, alors qu'on a un gouvernement parallèle en fait, et un parlement parallèle qui se situe à Tobruk, presque sur la frontière égyptienne, qui est épaulé essentiellement par la Turquie, qui est l'une des plus grandes puissances militaires dans la région et dans la Méditerranée. La Turquie... De Tripoli, non, ça c'est de Haftar en fait, c'est le deuxième parlement. Oui, il y a un parlement à Tripoli qui ne reconnaît pas de Tobruk et de Tobruk qui ne reconnaît pas donc deux parlements parallèles en fait, qui ne se reconnaissent pas. La Turquie supporte le parlement de Tripoli. De Tripoli, bien sûr. Et la tête du pont en fait, d'acheminement, de vivres, en fait, d'armes et même des fois d'intervention militaire ne se fait pas sur Tripoli, se fait sur la ville de Misrata. C'est la troisième ville de Libye. Elle compte plus de 500 000 habitants. La deuxième ville, c'est bien Benghazi. Mais vous voyez la distance entre Tripoli et Benghazi. Alors, depuis le 6 avril dernier, Haftar il a tenté un grand coup, en fait, en envahissant presque tout le sud libyen, partant de Kofra, qui est à la frontière égyptienne, et toute la région de Oubari et de Mourzouk ici, et de Seba. C'est la plus grande ville du sud libyen. Il y a un aéroport civil et même un aéroport militaire. Parce qu'à l'époque, il a saboté
le 8 avril ou le 9 avril, il allait s'organiser un énorme congrès, en fait, Ardems, à la ville d'Ardems. Donc, c'est l'option militaire maintenant qui domine en Libye, et chaque camp, surtout le camp de Haftar, veut en découdre militairement. On peut passer, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est mon analyse de la situation. Donc, point de conciliation possible avec les canons qui ne cessent de retentir. Malgré les appels incessants de l'ONU, Hassan Salem est pessimiste. C'est le cas également de nombreuses puissances étrangères qui peinent à croire en l'ouverture de négociations dans le temps à venir. Vous avez vu le congrès de Berlin. Est-ce qu'il a changé quelque chose? Rien. Les deux clans rivaux se partagent quasiment le pays en deux, l'Est et une partie du Sud sous l'ANL, l'armée nationale libyenne, et la côte ouest et la capitale sont le contrôle du gouvernement national libyen de Faiz Sarraj. Chacun campe sur ses positions et pense qu'occuper le terrain et surtout le tenir, parce qu'il ne suffit pas d'occuper militairement le terrain, il faut le tenir, lui procurera un argument très fort pour les négociations. Parce qu'on ne fait pas la guerre pour la guerre. Ne croyez pas qu'en aime faire la guerre, on va rester 10 ans à 20 ans faire la guerre. On fait la guerre pour tenir des positions et avoir une carte à négocier au moment venu. Donc ce conflit armé, la guerre, n'est pas un but en soi. Il faut bien passer un jour au compromis. Le compromis, ce sont les négociations politiques qui vont se faire. Mais chaque camp pense en découdre militairement d'abord. Et le terrain des pourparlers et des compromis ne sont pas à l'ordre du jour à l'heure actuelle. C'est ce qui se passe en Libye, parce que malheureusement, on vit presque le jour ce conflit. Donc on passe, s'il vous plaît. Donc avec les dernières élections, là je passe à la Tunisie. La Tunisie peine à retrouver une dynamique diplomatique, surtout avec la démission ou le limogeage de Ahmed Genewi, l'ex-ministre des Affaires étrangères, car, et en dépit des promesses platoniques du nouveau président Kais Saïd de vouloir donner une nouvelle dynamique à l'unification du Maghreb, rien n'augure à l'heure actuelle une vision claire et surtout une prise de position ferme envers cette plaie ouverte à nos frontières, c'est-à-dire à la frontière tuniso-libyenne. Donc comment la Tunisie, l'une des principales parties concernées par ce conflit, ne réagit pas alors que la Turquie, qui n'a même pas de frontière avec la Libye, s'affirme militairement et intervient pleinement en la faveur du GNI, du gouvernement national libyen. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, le mercredi dernier, là on est dans l'actualité, Kais Saïd avait reçu au palais de Carthage 5 enfants orphelins tunisiens. Je ne sais pas si vous avez entendu cette information, que les autorités libyennes de la ville de Misrata avaient envoyé. Donc, ils sont orphelins de pères qui sont décédés, en fait, qui étaient avec ISIS et Daesh. Et donc, on a regroupé ces enfants. Donc, il les a reçus au palais. Il reste encore dans la ville plus d'une 50aine de personnes avec leurs enfants, secourus par le Croissant Rouge libyen, et qui attendent leur rapatriement vers la Tunisie. Le président avait assuré pour sa part qu'il ferait de son mieux pour leur apporter soin et assistance à ses enfants, pour leur remettre à leur famille résidant en Tunisie. Dans un communiqué du département de l'information du palais de Carthage, rien n'a été dit sur les centaines de terroristes de Daesh qui sont en Libye, ni les modalités de traitement de cette question épineuse. Parce que nous, toujours on pense, en tant qu'analyste, ce n'est pas une question sécuritaire. C'est une autre approche qu'il faut appréhender, en fait, qu'il faut adopter pour traiter cette question. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, pour conclure, comme j'ai dit, surtout si vous avez des questions sur l'actualité tunisienne, en fait, ou sur des questions particulières sur l'actualité politique en Tunisie, et même sur ces questions-là, je suis prêt à vous entendre. Donc, quelle conclusion en tirer aujourd'hui? Donc, avec la guerre qui sévit aujourd'hui, on se demande sur la stratégie, en fait, et les prémices d'une attaque généralisée sur Tripoli, voire Misrata, parce que Haftar, il a changé de tactique. Donc, il voulait attaquer la tête de pont d'approvisionnement qui est à Misrata pour pouvoir encercler la Libye. Militairement, ça s'appelle Tripoli après. Ça s'appelle militairement l'attaque par le ventre mou ou la stratégie de la périphérie. C'est-à-dire annihiler la périphérie, détruire la périphérie et laisser le cœur à la fin. Donc,
On se demande toujours tout d'abord pourquoi accueillir ces enfants, d'abord au palais et par le président en personne. Ensuite, quelles mesures et dispositions l'État tunisien devrait prendre face à ce danger imminent, au lieu d'improviser des tactiques comme il se fait actuellement. Page suivante, s'il vous plaît. Donc là, je viens à des informations. Donc le nombre des Tunisiens revenant des zones de guerre est actuellement estimé entre 900 à 1000 personnes. Syrie, Irak en particulier, et subsidiairement la Libye. Et une information qui interpelle les autorités aussi bien politiques que sécuritaires et judiciaires sur le plan que prépare l'État pour ce danger non potentiel mais réel. Parce que ça, on est aujourd'hui dans un danger réel. Ajoutons à cela 5 fois plus, soit 3000 qui ne sont toujours pas rentrés. Alors, combien sont décédés? Là, c'est une question aussi, même pour les Français qui sont partis en Syrie, en Irak et dans d'autres lieux. On ne peut pas savoir s'il est disparu, s'il est encore en vie. Là, on estime à 500 le nombre de tués, en fait. Mais c'est une estimation fantaisiste. Hein. Donc, on se demande dès lors s'il n'est pas temps de mettre un véritable dispositif pour ces terroristes de retour, même s'ils n'ont pas commis de crime. En effet, dimanche dernier, donc le 26 janvier dernier, l'envoyé spécial en Libye, Hassan Salem, avait déclaré que les pays ayant participé à la rencontre de Berlin sont impliqués dans l'envoi des combattants en Libye. Terroristes pour la plupart, là je reprends ces mots, hein, et des armes également, brisant ainsi l'arrêt de vente d'armes à la Libye et obstruant le cessez-le-feu convenu. Donc, même si on a avancé en fait des promesses, on a cru qu'on a fait des avancées dans le congrès de Berlin, mais rien n'est fait. Hein. Dès le lendemain, tout est revenu à la normale. Donc, à parler franchement, il n'existe aucune stratégie durable de la part de l'État tunisien pour avoir un mot à dire dans le dossier libyen. L'expression la plus éminente en fut le congrès de Berlin, auquel la Tunisie fut conviée à la dernière minute. Alors qu'elle est la première à être touchée dans son économie et sa sécurité. Pour en garder un peu de dignité, la présidence tunisienne avait décliné cette invitation. Vous avez vu que Kais Saïd l'a envoyé, il dit non, il y a un proverbe arabe, on dit que quand on est invité le jour même, vaut mieux ne pas y aller. Donc ça sert à rien. Voilà. Donc décliner cette invitation qui ne fut que de pure forme, car ce qui est important dans ces rencontres, ce sont les préparatifs et les pourparlers qui se déroulent avant le congrès et non pendant. Parce qu'on prépare un congrès, les papiers, tout est fait d'avance. Donc si on va vous appeler au dernier moment, c'est pour la photo. Donc, autant dire que la question libyenne s'est internationalisée et est devenue un objet de convoitise de nombreux pays qui y voient d'abord un espace vital à la fois économique et sécuritaire. Quand on sait l'énorme enjeu aussi gazier, si vous avez vu la question du gaz maintenant en Méditerranée, c'est une question centrale. Elle est énorme en fait dans les enjeux géopolitiques actuels entre Israël, Chypre, l'Égypte et parce qu'il faut savoir que le gisement qu'Israël possède, il y a une convention que peut-être est l'intervention de la Grèce qui n'a pas aimé l'intervention turque parce que le gaz qui sera exploité, il passera par Chypre, donc Chypre, Grèce, Grèce, Italie. On va contourner la Turquie. L'Europe, ça l'arrange, puisqu'elle aura un deuxième gisement, un approvisionnement qui va aussi faire l'équilibre avec le gisement qui vient de Russie, le gaz russe, et puis le gaz algérien qui traverse la Tunisie, qui passe par la Sicile. Donc, l'approvisionnement en hydrocarbures, en gaz, en fait, il sera assuré par 3 voies. Donc, d'où l'intérêt de la Turquie de s'investir pleinement en Libye. Il y a aussi que des gisements encore attendent en mer Méditerranée dans cette côte. Vous savez, la côte libyenne, elle est la plus longue de la Méditerranée. Elle fait 1770 km. La Libye, c'est quand même 3 fois et demi la France en surface. Il n'y a que 6,5 millions de population. Donc, c'est un pays presque vide à explorer, à travailler, à
à reconstruire. Le coût de la construction de la Libye aujourd'hui est estimé à 420 milliards de dollars. Donc vous voyez les enjeux aujourd'hui que pose la Libye. Donc là, c'est une sorte de conclusion et d'ouverture. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui. Donc, loin des schémas figés sur un conflit qui se dresse au cœur de la Méditerranée, la Libye est un enjeu de taille, non seulement pour ses voisins, Tunisie, Algérie, Égypte, qui ont des frontières directes, qui parlent la même langue, qui ont des relations historiques, mais également de ceux de la rive nord de la Méditerranée. Pour autant, un conflit armé ne pourrait s'éterniser. Il est certes une étape, une carte très forte à jouer et à brandir, occupation de terrain, mais les solutions restent et demeurent toujours politiques. Quel serait le poids de chaque pays dans la nouvelle configuration géopolitique que la Libye est appelée à jouer? Vous voyez, tous les pays s'intéressent aujourd'hui. Il y a même des pays qui aident d'une façon directe et indirecte. En fait, même la société russe, en fait, elle a envoyé 200 conseillers, des conseils militaires, en fait, des militaires qui sont même en civil, qui sont là sur le terrain. Donc, pour récapituler, la Libye est un énorme enjeu d'abord de rente en matières premières. Le pétrole extrait est le moins cher en Afrique. Il faut savoir que le coût d'un baril de pétrole en Libye, pour l'extraire, il ne coûte qu'$1. Allez-y en Sibérie, en fait, il y a du pétrole, plein de pétrole en Sibérie, mais pour l'extraire, il faut payer $60 pour extraire un baril. La glace. Donc, sa proximité de l'Europe en fait aussi qu'il est de moindre coût pour son acheminement, d'autant plus qu'il est loin de toute tension des détroits. Vous avez vu le détroit, en fait, les problèmes de détroit, les conflits de Hormuz avec l'Iran ou du canal de Suez ou d'autres détroits, ou menaces de guerre, comme ce qui s'est passé dernièrement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Tout le monde craint qu'il y aura une coupure d'approvisionnement en pétrole. Donc la Libye est là, elle est au centre de la Méditerranée, l'Europe, elle est sauvée. La Libye est le paravent et la frontière par laquelle arrivent les immigrés des pays subsahariens. Quand on parle d'immigration clandestine et tout, c'est par la rive libyenne qu'affluent les immigrés aujourd'hui. Et la France, elle a changé d'avis avec Haftar au moment même où Haftar a prôné une politique anti-immigrée et qu'il va stopper cette vague par le sud. Donc, d'où le revirement de position de la France vis-à-vis de Khalifa Haftar. Elle pourrait désormais devenir une frontière avancée de l'Europe pour cette question très épineuse pour l'Europe. Donc, avec les richesses gazières immenses aussi en Méditerranée, tout reste à explorer dans la frontière maritime libyenne. Page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'était la dernière, excusez, parce que... Donc, voilà, je voulais juste vous donner un aperçu, en fait. C'est plus de la géopolitique, mais aussi de la situation actuelle et la complexité de la question libyenne, non seulement pour la Tunisie, même pour vous, en fait, pour la complexité de la question libyenne et du positionnement des pays. Parce que des fois, on ne comprend pas le basculement des positions, pourquoi tel pays a pris une position. Et il faut comprendre qu'il y a des enjeux énormes, sécuritaires. Il y a le gaz aussi. Il faut prendre en considération, je n'ai pas le temps, mais sinon j'aurais pu vous montrer un documentaire qui explique dans les détails la question du gaz en Méditerranée aujourd'hui, qui est un enjeu énorme. Vous avez évoqué la question des menaces contre la sécurité et l'économie tunisienne. Est-ce que c'est par ce biais que vous pouvez expliquer la neutralité de la Tunisie à l'égard du conflit en Libye, tout en sachant que quand même le gouvernement de Serraj, c'est le gouvernement légitime, d'après les Nations Unies en tout cas, et que ici en France, et là j'évoque ce qu'il m'a dit un diplomate français un jour, que nous soutenons Haftar, mais à condition qu'il n'arrive pas au pouvoir. Alors c'est extraordinaire comme politique. Et qu'avec Haftar, malgré toute l'image qu'on donne en Occident de lui comme étant un général, entre guillemets, moderne et libéral, il faut savoir qu'il y a des groupes salafistes qui sont à la droite
de l'État islamique qui combattent à côté de Haftar, on reproche à Sarraj d'être entouré par des groupes aussi islamistes. Il est évident que la Tunisie ne peut pas prendre parti aux côtés de l'un ou de l'autre, mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance au sein de la classe dirigeante tunisienne d'être un peu plus impliquée diplomatiquement au moins? Exactement. Mais merci pour cette question, parce que là, vous pointez un problème énorme, c'est-à-dire quelle est la position de la diplomatie tunisienne vis-à-vis de deux gouvernements, en fait, de deux têtes qui gouvernent la Libye. Le problème, c'est que Fayez Sarraj, il est reconnu par la communauté internationale, par l'ONU, mais en même temps, il y a un dilemme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, la position de beaucoup de pays bascule, en fait, et on ne sait pas trop. On se dit, mais après tout, Haftar, il contrôle toute la Libye. Toute la richesse de la Libye est sous ses mains. Mais si je supporte Sarraj, qu'est-ce que je vais gagner? Mais la Tunisie et l'Algérie sont quand même sur un angle très, très clair. C'est-à-dire que nous, on supporte personne, mais on est pour la légitimité du pouvoir en place reconnu par la communauté internationale. Voilà, c'est la position officielle. Mais il y a beaucoup dans la classe politique tunisienne, ils disent qu'il faut traiter à pied d'égalité, en fait, aussi bien Sarraj que Haftar. Vous savez, parce que des fois en politique, il faut être opportuniste. On dit, on ne sait jamais. Et si Haftar gagne, tiens. Et c'est ça le problème, en fait, parce que Haftar, en même temps, il n'aime pas du tout, en fait, la position ni de la Tunisie, ni de l'Algérie. Au contraire, dans ses discours, il ne fait qu'attaquer la Tunisie et l'Algérie parce que, de l'autre côté, il est appuyé très fortement par le régime égyptien, par l'armée égyptienne qui est en train de l'épauler. Et si l'Algérie et la Tunisie ne supportent pas militairement, parce qu'il y a un credo, en fait, de l'armée algérienne et tunisienne, c'est de ne jamais intervenir ou impliquer l'armée, sauf dans les missions onusienne, ça c'est clair. Alors que l'Égypte, elle le fait sans le dire. D'autres pays le font sans le dire. Donc il est épaulé, il est vraiment appuyé. Donc c'est ça le vrai dilemme aujourd'hui. Donc si Haftar gagne du terrain, et l'Algérie, elle a donné un ultimatum à Haftar, lui dit surtout pas Tripoli, ne rentrez pas à Tripoli. Restez là où vous êtes, mais si vous rentrez en Tripoli, Tripoli c'est une ligne rouge. Quand on sait que l'armée algérienne elle a plus de 320 000 hommes et qu'elle peut intervenir parce que géographiquement elle est plus proche que l'Égypte, parce qu'il faut voir aussi sur le plan militaire qui pourrait intervenir très facilement militairement. L'Algérie elle est plus proche de Tripoli que l'Égypte. On est à un vol, par exemple un F-16, je vous donne, c'est l'envergure de 500 km, mais il faut compter aller-retour, donc de 150 km. Il faut avoir une base. D'où l'importance des bases en fait, qu'a fait Khalifa Haftar au sud, surtout à Sebha et à Kofra, pour faire ces bombardements. L'avion doit les faire aller et retour. Est-ce qu'il y a possibilité de barquement terrestre? Oui, elle sera plus rapide en fait du côté algérien. Mais là, c'est la politique algérienne de ne jamais intervenir militairement. Elle a brandi en fait cette menace, mais le problème reste entier. C'est-à-dire aujourd'hui, si je prends position avec tel ou tel parti, on parle de neutralité. Et des fois, on leur dit, mais cette neutralité, elle est négative parce qu'elle mène nulle part. Oui, mais entre-temps, qui supportait des deux côtés? Avec qui traiter ou négocier? Bon, on a vu que sur les faits, la Tunisie elle a beaucoup plus négocié et traité avec Fayez Sarraj, qu'elle trouve plus de rapprochement avec lui. Même chose pour l'Algérie, parce qu'elle était allée en visite en Algérie. Même la diplomatie libyenne, elle était un peu active. Alors que Haftar, sa partie, elle est claire. Hein. Il ne part nulle part. En fait, il va ni en Tunisie, ni en Algérie. Quoi qu'il a tenté, il est venu en 2016 une ou deux fois, sous la demande de Béji Caïd Sebsi. Il voulait traiter les deux parties également. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème du côté de Khalifa Haftar, qui croit avoir le support, et il l'a. Parce qu'il faut savoir qu'il a le support aussi bien de la France, des États-Unis, même verbalement, hein, ne l'appuie pas militairement, la Russie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Là, il se dit, bon, la plupart de la communauté internationale sont avec moi. Qui est avec Fayez Sarraj? La plupart des voyous de la région sont avec lui.
Parlons des groupes salafistes ou groupes radicaux dans cette région qu'on qualifie des fois d'État islamique. Il est fort possible qu'il y a des revenants. Mais est-ce que le fondement de ces groupes radicaux ne sont pas des groupes locaux qui sont liés plutôt à des conflits locaux, à des questions tout à fait ancrées dans que ce soit en Libye ou que ce soit en Mali, parce qu'en Mali, on parle toujours des islamistes, mais on parle très peu de leurs alliés, des Touaregs qui ne sont pas du tout islamistes, mais c'est des trafiquants. En Algérie, pareil. Alors, on ne simplifie pas un peu la chose en disant sont des groupes de l'État islamique pour donner, surtout dans les médias occidentaux, on parle des groupes de l'État islamique, que ce soit Boko Haram, on l'inclut dedans, les groupes salafistes en Libye, on les inclut dedans. Il se peut qu'il y a des résidus de l'État islamique, mais le corps principal, c'est tout à fait local, je crois. Justement, parce que si on n'a pas attendu en fait pour créer ces noyaux en fait ou ces groupes, je dirais armés. On parle de groupes armés comme ça, le terme il est neutre. Voilà, ces groupes armés en fait, ils ont commencé depuis 2011 parce que la Libye était divisée en plusieurs en fait milices qui se donnent des noms, pour un combattant qui a combattu depuis 2011, en fait, après la Révolution. Mais là, pour dire s'ils sont revenus de Syrie, d'Irak ou d'autres pays, là, on ne peut pas le savoir. Mais même à la police frontière et au retour, on ne peut pas aujourd'hui donner un chiffre. Ceux qui se sont battus en Libye, qui sont de nationalité étrangère, hein, peuvent être algériens, marocains, d'autres nationalités, ou c'est des revenants qu'on appelle aujourd'hui, quand on utilise le terme al-a'idoun. Donc le problème reste entier parce qu'on ne peut pas mener une enquête de terrain dans un pays en conflit. Et ces familles en fait, qui résident toujours à Misrata, on leur a dit, bon, voilà, ce sont des enfants que les combattants sont morts ici, en Libye. Et voilà leurs enfants et leurs familles. Ben, s'ils ont eu des enfants, et qu'on a vu, hein, ils ont 5-6 ans, quand même 7 ans, donc dès le début du conflit, c'était là. Ce pas les enfants qui ont un an ou deux. Là, on peut dire, bon, là, ils sont partis tardivement, ils sont revenus de Syrie, et là, ils viennent juste d'avoir leur famille, et ils sont morts dans le combat en Libye. Là, le problème reste entier. Il faut aussi, comme a dit mon ami Salem, il faut se méfier aussi des manipulations. Parce que déjà, pour provoquer la phobie, en fait, on leur dit, bon, voilà, ISIS, elle est là, l'État islamique est là, Al-Qaïda Bilad Maghreb islami est là, donc, Haftar, il justifie toutes les attaques qu'il est en train de faire actuellement pour dire, moi je combats les milices, c'est eux qui contrôlent Tripoli. Moi je veux bien négocier avec le gouvernement, mais tant que Tripoli est tenu par les milices, au nombre de 8 qui sont là à Tripoli, moi je ne négocie pas. Il faut d'abord libérer Tripoli. Mais comme on a dit, libérer Tripoli, c'est 2,5 millions d'habitants. Donc ce n'est pas une ville vide, en fait, une ville fantôme qu'il va tenter d'attaquer, mais c'est une ville très peuplée. 2 millions d'habitants, c'est un habitant sur 3 des Libyens qui vivent à Tripoli. D'où toute la déclaration algérienne qui a pris sa force de dire que Tripoli, c'est une ligne rouge. Donc il a tenté. C'est pas une ligne rouge comme celle d'Obama, j'espère. Non, mais c'est une façon de parler, mais d'où on a compris le revirement en fait, des attaques de l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar. Et comme vous avez dit, hein, c'est une armée composite un peu de tout, hein, même des mercenaires, des gens qui sont payés de toute nationalité, qui viennent du Tchad, d'autres pays, même du Soudan, qu'il a incorporé, parce que j'ai beaucoup traité cette question au moment où il a déclenché son attaque dans le sud libyen, le 6 avril 2019, et c'est là où il a commencé sa montée en fait vers Tripoli. Donc, soyez très prudents. Donc, on avance. C'est pour ça que j'ai évité d'avancer des chiffres. J'ai parlé surtout du cas tunisien, mais la Libye, toute information est source de polémique parce que l'information est manipulée. Et chaque information, elle justifie, de part et d'autre en fait,
comme Haftar il justifie son attaque de la capitale Tripoli, qu'il y a des milices, et ce sont des islamistes, c'est ISIS, c'est Daesh qui est là, donc je vais vider la ville des terroristes, et après on en discutera. Donc c'est toute sa justification de la guerre qu'il fait actuellement. Ça me rappelle quand les Russes ont commencé à bombarder Alep sous prétexte qu'elle abrite des groupes de l'État islamique. Et soudainement, ils se sont rendus compte que l'État islamique avait été chassé d'Alep en 2013. Ils s'attaquaient à Alep en 2015. C'est comme les Alliés quand ils ont commencé à bombarder quelques villes en Normandie en disant qu'il y avait des Allemands. Et les Allemands, ils avaient quitté bien avant les villes. Mais bon, souvent, il y a des raisons. À Marseille, on m'a dit qu'il y a des raisons immobilières pour le bombardement du vieux port de Marseille pour construire le 14e arrondissement actuel. Ouais. L'Algérie, comme vous avez vu, hein, tout le problème qu'il y a eu avec le départ de Bouteflika et puis les élections présidentielles, bon, l'Algérie vient d'avoir son président. Mais le régime en Algérie, c'est un régime présidentiel. C'est lui qui désigne son gouvernement. Donc, rien à voir avec la Tunisie, hein, c'est un autre processus. L'Algérie aussi, elle a senti le danger aussi. Elle a senti le danger déjà que... la guerre se joue sur ses frontières aussi, comme la Tunisie. Et comme on a dit, l'Algérie, elle a une énorme frontière avec la Libye, presque 1000 km. Donc aussi, ces gisements pétroliers et gaziers sont dans le sud algérien. Comme l'intervention de l'Égypte en faveur de Khalifa Haftar et tout son dos qui est protégé, parce qu'il a le dos protégé, Haftar, de ce côté-là. Donc il y a l'Égypte, il y a la Russie qui l'appuie, et puis il y a les finances aussi et l'aviation, parce que là, l'aviation elle joue un rôle déterminant dans une guerre, hein, c'est très important. Elle a pressenti le danger, surtout qu'après les accords qu'a passé la Turquie avec le gouvernement de Sarraj. Elle a ses gisements. L'Algérie est un énorme exportateur de gaz vers l'Europe, on a dit. Donc elle veut se voir dans cette nouvelle, comme j'ai parlé à la fin, de la nouvelle configuration géopolitique dans la région. C'est ça aujourd'hui en fait. Chaque acteur veut se voir dans cette nouvelle configuration géopolitique. Et les enjeux à la fois économiques, les enjeux sécuritaires, les enjeux même pour l'Europe, parce que l'Europe c'est quand même la première bannière en fait, le premier rempart en fait de sa sécurité, c'est la Libye. Pour la Tunisie, elle est assurée, et pour l'Algérie. Mais pour elle, le plus grand danger vient de cette région-là. Surtout le départ des terroristes à travers l'immigration clandestine. Elle ne voit pas l'immigration clandestine en tant que travailleurs, etc. Mais elle voit en fait les éléments qui peuvent partir et venir faire des attentats en Europe. Pour rappeler l'attentat de Nice, les attentats de Bruxelles, les attentats de Londres et tout. Donc elle voit un danger imminent en fait sur ses frontières à partir de la Libye. Et 90% de l'immigration clandestine aujourd'hui partent des côtes libyennes et les côtes de l'ouest. Donc Sabrata, Misrata, Zouara, Zawiya, non pas Misrata, mais plutôt la rive en fait, Sabrata, Zawiya, Zouara. Donc le côté est. Parce que c'est plus proche en fait, c'est très proche pour Pantelleria et pour la Sicile en remontant. On a 300 km en fait de navigation. On est en Italie à partir de la Libye. Je propose qu'on prend 2 autres questions avant de revenir. Oui, vous voulez la deuxième partie, le Maroc. Pardon, la deuxième partie, ça concernait voilà, ce retour sur la scène diplomatique de l'Algérie ou non. Est-ce qu'on peut parler de véritable retour dans le cas libyen? Et est-ce que ça peut avoir des conséquences sur non seulement la Libye, mais la Tunisie et le Maroc, s'il vous plaît? Le problème reste entier, c'est-à-dire qu'avec Sarraj, la Libye, et la Tunisie et l'Algérie ont négocié. Et Sarraj s'est déplacé en Tunisie. Reste la grande inconnue, c'est Haftar, qui ne veut aucunement négocier, ni avec l'Algérie, ni avec la Tunisie. Pour lui, ça n'a pas d'importance du moment qu'il a tout l'appui en fait, de l'Égypte. Donc l'Algérie, c'est pour ça qu'elle a envoyé en fait, un ultimatum. N'oubliez pas que dans la région, c'est le pays militairement le plus fort après l'armée égyptienne, qui compte plus de 420 000 soldats, alors que l'Algérie compte 320 000. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, qu'elle peut
logistiquement et militairement intervenir plus rapidement que l'armée égyptienne. Mais elle ne peut pas le faire et elle ne le fait pas, l'Algérie. Du moment aussi que l'Algérie, elle est encore dans un état d'instabilité politique. Donc, le nouveau président n'a pas encore ses pieds en fait, pour gouverner le pays. Il n'a pas encore le visage d'un gouvernement qui est là, en fait, un ministère des Affaires étrangères. En fait, le nouveau visage de l'Algérie, on ne le voit toujours pas. Donc, il est en train de construire en fait une nouvelle configuration de l'Algérie dans cette géopolitique qui est en train de le dépasser, comme elle a dépassé la Tunisie, hein, parce qu'il y a des intervenants en fait, internationaux qui sont très puissants aujourd'hui, qui sont en train de s'activer et de travailler pleinement pour trouver place en Libye. Je vous dis par exemple un pays qui était pleinement en fait, qui a investi pleinement en Libye, aujourd'hui il est quasiment délogé. Et là, je l'ai invité en Tunisie dernièrement, c'est les Coréens. Les Sud-Coréens, ils ont investi. C'est eux qui ont construit la rivière artificielle. C'est eux qui équipent en fait, la Libye en électricité. Aujourd'hui, la Corée n'a plus de place, en fait, presque dans cette configuration. Comprenez bien aujourd'hui quel est l'enjeu aussi en Libye. La reconstruction, la vente d'armes, en fait, épauler telle ou telle partie, et à la fin, quelle sera ma part, en fait, pour être à côté d'une partie ou de l'autre. Nous-mêmes, on était vraiment perdus dans les analyses. On n'a pas compris. Est-ce que c'est l'Allemagne qui a pris l'initiative au Racine Salamé, auprès de l'ONU, en fait, qui a pris cette décision? Mais nous, on pensait plus que c'est l'Allemagne, quand même. C'est toujours le pays organisateur. Ça n'a rien à voir avec l'ONU. C'est elle qui a appelé, en fait, Angela Merkel pour cette réunion. Mais on pense qu'elle a pensé que la Tunisie était en état d'instabilité politique, puisqu'on était dans une période d'élection. Vous vous rappelez bien, le Parlement, le président, et puis on n'a pas pu aboutir à former un gouvernement. On se dit, bon, laissez-les tranquilles, déjà qu'ils mijotent un petit peu leurs affaires intérieures, après on verra. Alors, c'était une très grosse erreur de communication parce qu'il fallait savoir en fait le poids de la Tunisie qui joue, et même en voyant l'histoire en fait 2011, c'était l'arrière-garde en fait de la révolution libyenne. Les Libyens sont réfugiés en Tunisie, et même les étrangers qui vivaient en Libye. Pour un petit peu amadouer l'impact de l'absence de la Tunisie à la réunion de Berlin, je cite l'exemple de la conférence qui s'est tenue à l'hôtel impérial à Vienne sur la cause syrienne, la question syrienne. Il y avait tous les pays concernés sauf la Syrie. Mais finalement, on a fait une petite enquête, on s'est rendu compte que les serveurs dans la salle étaient syriens. Ben Guerden, oui. Ben Guerden, non. C'était préparé. Et le camp d'entraînement, et nous, on a vu. Vous vous rappelez, il y a eu un bombardement de la ville de Misrata par l'armée américaine, en fait. C'était un camp d'entraînement, en fait. Et les cellules de remonte existaient, mais il leur fallait les armes. L'arrivée, en fait, de ces disons, combattants, entre guillemets, pour dépasser la frontière et venir leur fournir en armes. Même aujourd'hui, les cellules de remonte existent partout, mais il fallait cette étincelle, en fait, rentrer par les armes et passer par les frontières. Donc il y a eu presque un passage d'une 50aine de personnes, en fait, qui sont venues avec leurs armes, et on a l'information sûre et certaine, et je n'ai pas arrêté d'analyser ça dans les médias et les télés en Tunisie, que c'était quand même une centaine quand même de combattants qui étaient tués dans cette attaque. Et donc, les cellules de remonte ne peuvent se réveiller qu'à partir du moment où on leur fournit des armes, ou que d'autres plus aguerris qui sont entraînés, qui rentrent dans le pays pour provoquer cette insurrection à l'intérieur même de la ville de Ben Guerden, qui est une ville frontière, hein, qui est à 30 km de la frontière de la Sejdir. Hein.
Justement, bah, écoutez, moi ce que je plains, j'ai écrit plein d'articles puisque je suis rédacteur dans un magazine depuis 15 ans, un magazine Réalité, le premier magazine francophone en Tunisie. C'est ça aussi, c'est est-ce qu'on a une politique étrangère? Est-ce qu'on a les moyens de sa politique aussi? C'est bien de bavarder, de parler, de faire des effets d'annonce, mais réellement, est-ce qu'on est influent sur le terrain de par sa politique, mis à part les discours, hein? Donc, que peut faire, par exemple, la Tunisie ou l'Algérie dans le cas libyen? Qui est, par exemple, aujourd'hui le plus actif et le plus efficace dans la situation libyenne? Sur le terrain, je parle. Pas les annonces platoniques. Non, réellement. Bah, on a vu la Turquie, qui est une puissance militaire, qui a aussi développé des échanges. Nous, les échanges, quand j'ai parlé de l'économie, en fait, ce qu'on a perdu, ça a été gagné par la Turquie. Donc, les acteurs régionaux aujourd'hui qui sont pleinement impliqués avec une partie ou avec une autre, donc, ils veulent tirer profit, que ce soit l'Égypte, les Émirats ou l'Arabie saoudite. Là aussi, en fait, aujourd'hui, la Tunisie et l'Algérie, ils payent un peu leur position. Donc, certes, on est avec la légitimité internationale, mais est-ce qu'aujourd'hui, Sarraj peut peser, en fait, dans la situation libyenne actuelle? Est-ce que cette situation est durable ou pas? Et si on va vers des négociations politiques, quel serait le rôle, en fait, de l'Algérie et de la Tunisie? On a dit que c'est vital pour les Libyens, cette frontière. D'abord tunisienne, et j'ai expliqué pour des raisons humaines et historiques, hein, c'est pas pour négliger le rôle de l'Algérie. L'Algérie, c'est plus au sud en fait. Mais que peuvent peser ces deux pays? D'abord, en n'ayant pas des financements ou étant avec une partie. Et de deux, en fait, sur le plan diplomatique, vous avez vu au Congrès de Berlin, tout le monde veut parler de la question, trouver des solutions. Et ce n'est pas la première fois. Moi, vous m'excusez, je me suis marré quand on a annoncé le Congrès de Berlin. Je lui ai dit, ça sera le énième congrès qui n'aboutira à rien. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et c'est vrai, vous avez vu, 2 jours après, tout est tombé à l'eau. Vous vous rappelez, Skhirat, Palerme, Genève, Paris. Mais ça ne s'arrête pas. Mais pour aboutir à quoi, en fin de compte? À rien. Et quand vous parlez des renseignements en fait, et des informations, la Libye, c'est une situation qui change tous les jours. Vous pouvez avoir l'information aujourd'hui, 3 jours après, la situation change complètement. Donc, c'est une instabilité constante parce que le pays est en voie de guerre et la différence dans d'autres pays, les conflits par exemple syriens, vous avez des parties très claires. En Libye, il y a des alliances qui peuvent se faire. Ce sont des tribus, en fait, des familles, des alliances, des mercenaires étrangers qui interviennent. Alors c'est une frontière. Alors vous savez, la Libye est un petit pays, pas géographiquement, mais il a 4300 km de frontières. Mais c'est immense en fait. Ça s'ouvre sur l'Égypte, l'Algérie, le Niger en fait, le Tchad et le Soudan et l'Égypte de l'autre côté. Mais vous ne pouvez pas contrôler vos frontières. C'est ça aussi, cette ouverture immense en fait de la Libye où tout peut intervenir et n'importe qui peut intervenir. Justement, heureusement, on a la liberté d'expression en Tunisie. Moi, je suis même sur la chaîne nationale, hein, donc je vais tout le temps et je dis ce que je pense. Hein, donc, j'ai aucune censure, en fait. À ce niveau, moi, j'ai beaucoup de doutes, en fait, sur la capacité aujourd'hui de mener de la présidence et même, en fait, le gouvernement qui n'a pas encore vu le jour, en fait, d'avoir une stratégie claire. Parce que j'ai écrit beaucoup là-dessus, en fait, comment adopter une stratégie claire vis-à-vis de la question libyenne. Comme on a d'énormes problèmes, en fait, là, la dernière résolution sur la question palestinienne et la déclaration de Trump, vous avez vu ce qui s'est passé à l'ONU. Donc, la présidence tâtonne aujourd'hui, tâtonne. Elle n'a pas de vision. Je dirais même qu'elle navigue à vue. Et ça, c'est grave, parce que
franchement, et je l'ai dit hein, dans mes articles, quand on est mal entouré, quand on est mal conseillé, eh ben on navigue à vue. Il fallait avoir vraiment une équipe de conseillers. Lui, il n'a aucune expérience, le pauvre. Il a atterri comme ça. C'était un assistant à l'université. Ben, il s'est vu président. Ben, ce n'est pas les déclarations pompeuses et les slogans. Parce qu'il y a la réalité après. Il y a la réalité politique, il y a la réalité diplomatique, il y a des relations historiques entre les pays, il y a des intérêts aussi à avoir en jeu. Il ne suffit pas de faire des déclarations comme ça dans l'air. Hein. Donc là, c'est toute la vision en fait, de la diplomatie et qui n'est pas l'affaire, malheureusement, de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Là aussi, il faut faire très attention, parce qu'il y a toute une vision que, voilà, on travaille dans le ministère des Affaires étrangères. Non, c'est une affaire de spécialistes, de véritables connaisseurs en géopolitique, des questions, en fait, de relations internationales, des gens qui sont vraiment blasés dans les relations et dans la diplomatie, pour vraiment avoir une vision claire et aussi entretenir ces relations avec des pays, que ce soit... Il faut classer ces pays, pays voisins, pays frères, pays même ennemis des fois, donc à savoir aussi à faire une véritable politique étrangère. Et c'est la plus dure à faire, hein, parce que mener une guerre, même on mène les plus grandes guerres du monde, à la fin, il faut revenir à la diplomatie, il faut savoir négocier, et c'est tout l'art de négociation en fait qui va primer sur les armes à la fin. Pour seulement un petit détail, peut-être certains parmi vous n'ont pas suivi l'histoire de ce qui s'est passé aux Nations Unies. C'est l'ambassadeur tunisien qui a été limogé parce qu'il a pris une position pour la cause palestinienne, contrairement au discours officiel de la présidence tunisienne. Ça fait un petit peu comique, mais bon, c'est grave. Ouais. Là, c'est exactement ce qu'a fait Hitler avec Ribbentrop, en fait, avec Molotov dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a signé certains papiers, en fait, c'était le pacte Molotov-Ribbentrop. Ben, cette phrase est extraordinaire de Jean-Baptiste Durozel. Il a signé pour le déchirer. Vous voyez ? Tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Un papier, ben voilà, prenez votre papier, mais ce qui compte, c'est sur le terrain. Et tout le monde a intérêt que le conflit continue. Exactement. Pour de nombreuses raisons que j'ai élucidées très vaguement, en fait, pour l'afflux de pétrole, en fait, pour que les gens puissent faire tout le travail de terrain dans un climat de conflit. S'ils veulent en découdre, et j'ai proposé ça depuis 4 ans, alors pourquoi on ne mobilise pas les forces de l'ONU, les forces africaines, eh ben, pour faire une ligne, en fait, entre les deux. Les deux antagonistes en fait en Libye. Mais c'est très simple. Vous voulez arrêter cette guerre, on peut l'arrêter au bout d'un mois. Mais pourquoi personne ne veut s'investir en fait à appeler des instances internationales comme l'ONU ou les forces de l'Union africaine à intervenir dans ce conflit? Donc on veut que le conflit s'éternise en Libye. Donc Haftar ou Sarraj, chacun des deux, a un problème avec un pays. La Libye a un problème avec l'Italie. Parce que l'Italie, elle est un peu avec Sarraj, parce que c'est... Bon, il y a les intérêts d'Eni à côté. Il faut voir Eni total. Donc mettez-vous en tête aussi, il y a des intérêts. En fait. Pourtant, je croyais qu'il y a une politique européenne non, commune. Pas du tout. Non. Donc la France aussi, donc, elle est accusée par Haftar, par Sarraj, d'appuyer Haftar. Militairement, attention, même par des conseillers, hein, parce que ce n'est pas qu'on envoie des combattants sur le terrain ou des soldats. Donc, chaque pays a un problème. Les États-Unis, la Russie, alors la Tunisie, l'Algérie ne pèsent pas trop, donc on va voir un pays européen, allez, neutre, qui n'a pas trop d'intérêt et qui peut être crédible, on peut se réunir chez lui. C'est comme dans un quartier, en fait, on est en guerre contre tous ses voisins. Il y a un voisin gentil, en fait, il n'interfère jamais. Donc on va aller chez lui pour discuter. Tout simplement parce que l'Allemagne n'est pas impliquée, en fait, dans le conflit libyen. Et ses intérêts ne sont pas visibles, alors que les autres pays, leurs intérêts sont très visibles en Libye. Merci beaucoup. Ouais, il est 8 heures. Bah, on t'a promis s'il reste du temps, parce que tu as quand même... La prochaine fois, tu poses la question tout à l'heure.
Moi, j'attendais des questions sur la politique en fait en Tunisie. Alors le gouvernement, est-ce qu'il va voir le jour ou pas? Donc voilà. Ça, ça nécessite une autre rencontre, un autre débat. Ouais. C'est épineux. J'espère que vous avez eu au moins une idée globale. Et comme j'ai dit, j'ai pas donné des réponses, mais c'est juste pour exposer en fait la complexité de ce problème qui existe aujourd'hui en Tunisie. Merci beaucoup.